Bonjour à tous. Peut-être des personnes qui arrivent derrière. On va attendre un petit peu, quelques secondes. Bienvenue. C'est bon, merci. Bonjour à tous et bienvenue pour notre talk. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Tout d'abord, le mot traditionnel pour remercier les sponsors. Merci à l'organisation d'Agile en Scène, une fois de plus. Et un merci particulier et personnel à Kousseil pour son soutien et sa bienveillance. Sans plus tarder, faisons les présentations. Donc, enchantée, je suis Vanessa Lhomme. Je suis coach Agile à la DSI Corp de JC Deco depuis 3 ans. Et depuis cet été, j'ai pris en main la responsabilité de l'agilité à la DSI Corp. Donc je suis Head of Agile depuis le mois de juillet. Comme vous le voyez, je ne suis pas seule, je suis très bien entourée avec Astrid et Marc qui vont se présenter. Bonjour, je suis Astrid Mijon, je suis la Product Manager de notre solution interne de diffusion digitale depuis maintenant à peu près 1 an. Bonjour à tous. Donc moi je suis Marc Charton, je suis le directeur adjoint du système d'information digitale, donc SI pilote de la démarche que l'on va vous présenter. Merci à vous. Tout d'abord, quelques mots sur le cadre, pour ceux qui ne connaissent pas forcément. JC Deco, leader mondial de la communication extérieure. Une success story familiale depuis 1964, suite à une idée novatrice de Jean-Claude Decaux depuis 1964, qui était d'offrir aux collectivités et aux usagers des mobiliers et services 100% financés par la publicité. Comment ça se décompose en plusieurs SI chez JC Deco, avec un SI vente, un SI vélo libre-service et un SI digital, qui sera notre focus principal lors de ce talk. Un business porté par des filiales, un contexte très internationalisé, décentralisé, une présence dans 80 pays, 70 filiales réparties sur 5 continents. Au programme, voilà comment se découpe notre talk, avec tout d'abord un petit focus sur l'histoire de l'agilité, Made in JC Deco. Ensuite, je passerai la main à Astrid, qui nous parlera de son rôle de Product Manager au digital. Et nous terminerons par Marc, avec un focus sur le produit au service du business. Tout d'abord, petite histoire de l'agilité, Made in JC Deco. On avait envie un peu de vous raconter notre histoire, notre parcours, qui commence avec au départ une intention, en 2011-2012, avec des workshops sur l'agilité, des groupes de travail mixtes, des use cases, des expérimentations faites en interne avec des groupes identifiés de personnes. Et donc, j'ai retrouvé en mode archéologie quelques slides de l'époque où on voit déjà un découpage un peu du travail, de se dire ok, on va peut-être faire du Kanban sans vraiment le nommer, on pense un petit peu à mieux organiser le travail, avec aussi des premiers rôles identifiés Scrum. On se pose la question, on se dit ok, on va essayer, et surtout on se pose la question, le mindset était déjà là à l'époque en se disant comment s'améliorer. Donc on sent déjà les prémices 2011-2012. Et vient ensuite, en 2013-2014, un projet pilote à l'épreuve de la mise à l'échelle. Un premier projet qui s'appelle Post-it, lié à une appli vente sur le domaine affichage. Ça a été le tout premier projet. On a été accompagné par un CDS à l'époque et avec la mise en place du framework SAFe. Comme ça, implanté, on transplante un peu le framework et on le pose comme ça. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, donc on s'est rendu compte que la sauce ne prenait pas, si je puis dire. Et puis, on s'est dit qu'on allait plutôt se réorganiser par rapport à ce que, dans notre fort intérieur, qu'est-ce qui fonctionnait le mieux. Et c'est là qu'un tournant a été opéré, et de se dire véritablement, on va reprendre la main sur le produit. Suite à ça, il y a eu une croissance, on s'est dit ok, on va recruter des devs qualifiés, on va prendre le temps de faire bien les choses et de s'approprier un peu la méthode. Et tout en laissant la liberté aux équipes. Donc ça, c'est vraiment mentionné sur la slide parce qu'avant, on avait un peu un management vertical. Et force est de constater que les équipes ont su montrer plus haut qu'on est passé à un management véritablement horizontal en disant, voilà, nous, c'est comme ça qu'on veut travailler, on veut s'approprier des choses, ça donne des résultats. Et donc, on a réussi à convaincre toutes les couches du management jusqu'à son sommet.
Donc il a fallu mouiller la chemise, mais on n'y est pas revenu. Et à l'époque aussi, donc c'était pas mal de tensions, hein, donc d'adaptation, et il y a quand même eu un fort delivery, malgré tout, pendant cette période d'instabilité. Et adoption de Jira également en 2014, qui reste notre outil principal. Donc voilà pour cette période. 2015-2016, on parle d'agilité V1. L'agilité se propage. On voit des boards Kanban fleurir un peu partout dans les open space. Et c'est le moment de l'accélération de la transformation digitale. Et là, on se dit, OK, on va mettre en place un écosystème complet, 100% basé sur les fondamentaux Agile, DevOps et Cloud. Et quel est le candidat idéal en interne pour ça? C'est la cellule digitale. Vraiment, le SI digital, c'était la structure idéale, véritablement. Donc ça s'est mis en place, mais on n'a pas fait le Big Bang. On est vraiment parti d'un existant et on s'est adapté petit à petit. Et on a véritablement créé une chaîne de valeur avec une organisation produit, donc un organe déjà centré sur le produit, donc lors de cette phase V1 de l'agilité, avec la mise en place donc, des rôles agiles, des cérémoniaux. Ensuite vient la phase V2, l'agilité V2, en 2016-2018. Donc on a du Kanban, puis ensuite on se focalise sur du Scrum, parce que ça fonctionne mieux. En tout cas pour nous, c'est ce qu'on a constaté. 2016-2017, le métier commence à faire pas mal de retours. Avant c'était l'IT qui poussait. Et donc voilà, donc on s'adapte encore. Et là on peut dire que c'était les prémices d'un certain product management, dans le sens où le retour était fait par le métier sur un produit. Donc on ne peut pas parler véritablement de product management à cette époque-là, mais on sent quelques indices allant en ce sens. L'émergence du rôle du Scrum Master, qui est très valorisé en interne par les managers, donc le focus est mis là-dessus aussi, donc c'était notable de le mentionner ici. Et voilà, vision produit, on commence un petit peu à en parler, mais vraiment un petit mot, quoi. Donc c'était pas encore véritablement déployé à cette époque-là, soyons clairs. Un scaling up important, passage à 6 équipes. On était à 2-3 équipes au digital, et là on passe à 6 équipes qui sont toujours actuellement sizées ainsi. 2017, passage de tout le digital sous AWS. Et on note aussi quelques écueils. En 2017, on se dit, il y a beaucoup de réunionites, il faut gommer certaines scories, il faut faire des adaptations. Et les sprint review aussi, qui n'étaient pas vraiment des sprint review, c'était que les managers à l'époque. Et après, petit à petit, on invite le métier qui font véritablement des retours. Donc les boucles de feedback se mettent en place. Donc on améliore tout ça. Et grâce aussi à la création de l'Agile Center à l'époque, en 2017, qui est vraiment le centre donc, mutualisé, qui rayonne tout autour, avec pas mal de dispositifs et d'actions menées par l'Agile Center. En 2018, création des communautés de pratique, Product Owner et Scrum Master, toujours en vigueur aujourd'hui. Aussi la création du DevOps, hein, on met en place du DevOps via des ateliers, avec des ateliers de création de principes de valeurs, ensuite des suivis réguliers dans le temps, mise en place de coaching individuel pour les PO et les Scrum Masters, et également les managers agiles, avec la mise en place aussi de SOS. Donc ça, c'était la partie V2. Et maintenant, l'agilité V3, 2019 à aujourd'hui. 2019, adoption de Confluence, mise en place de communauté de design du produit digital, mais ça, Astrid vous parlera largement en détail de ce que c'est. Et la mise en place d'ateliers de facilitation graphique en interne pour pouvoir empowerer un peu les collaborateurs, leur donner des notions. Donc ça fait partie aussi des choses qu'on met en place à l'Agile Center. Et j'en profite pour saluer Gauthier Le Sieur qui nous sketchnote en direct cette présentation par son talent. Merci à toi Gauthier. Voilà, donc 2020, ensuite pandémie, évidemment, télétravail, et on maintient quand même des events 100% remote, et on peut dire que JC2Co s'est très bien adapté à la période. Ça a été vraiment assez smooth, si je puis dire. La continuité était là, les équipes étaient prêtes, donc on a pu maintenir un peu ce flow, je dirais. Agilité V3 en 2020, 2021, avec un focus vraiment sur la valeur. Donc là, c'est véritablement un tournant. On se dit qu'effectivement, il faut piloter maintenant par la valeur. Donc les choses
se mettent en place en 2021. Et 2022, accentuation de l'acculturation aussi au product management. Donc ça, c'est ce qui nous occupe actuellement. On se dit qu'on a encore beaucoup à apprendre sur ce terrain-là. Donc on s'améliore, on met en place pas mal de choses en interne, des conférences, des ateliers, des accompagnements. Et aussi en 2022, l'Agile Center devient Agile Lab, voilà, sous ma responsabilité. Quelques écueils, et effectivement, encore des choses à améliorer, donc on progresse, donc on est lucide par rapport à notre parcours, et on essaie de faire du mieux qu'on peut. Et aussi par rapport à ça, il a été décidé de nommer un product manager, donc on en est là actuellement, donc ça fait maintenant 1 an. Et je vais laisser la parole à Astrid qui va vous en parler plus en détail de ce rôle de product manager au digital. Merci. Alors effectivement, moi, je vais vous faire part un peu de mon retour d'expérience sur ma prise de poste, en fait, qu'est-ce que ça a impliqué, comment ça s'est mis en place avec des actions concrètes. Avant de rentrer dans le détail, je vais juste poser le contexte. Finalement, le digital, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement le fait de faire de la publicité sur des écrans et non pas sur des affiches, qui change radicalement finalement la manière de travailler. Ce ne sont pas du tout les mêmes manières. Ce sont pas du tout les mêmes manières de considérer la publicité. Et du coup, l'écosystème se commence à partir de, je ne vais pas dire de rien, mais presque. Et on est, il y a 1 an, enfin, l'Agilité V2, dans un contexte avec 6 équipes agiles qui interagissent pour fabriquer notre écosystème qui s'appelle KISS, pour Keep It Simple, donc une promesse produit très forte. Et du coup, on a ces applications qui finalement portent un usage avec des interdépendances très fortes. Donc, une évolution va pouvoir créer potentiellement des régressions ailleurs, mais surtout, des fonctionnalités doivent se construire par plusieurs équipes qu'il faut consolider, faire travailler ensemble, et sur ça, on n'est pas encore très bon. On sent qu'on est conscient des problématiques, mais la communication difficile, et voilà, la consolidation des features se met difficilement en place, c'est compliqué. Donc, j'arrive dans ce contexte-là avec un enjeu très fort de ne pas casser ce qui est bon, ce qui marche bien. On a des équipes qui sont matures, qui fonctionnent, avec des PO qui savent où ils vont, qui savent prioriser, qui savent être en lien avec leurs utilisateurs. Par contre, ils ont chacun leur silo. En fait, on en est là. Donc, mon enjeu, c'est de pouvoir proposer ce cadre, cette vision, savoir où on va, les faire converger vers l'objectif clair, précis, et partager aussi bien en interne qu'auprès des filiales, qu'auprès de la hiérarchie, enfin voilà, de manière 360. Donc, c'est aussi ne pas être PM/PO, mais vraiment PM au service des PO, savoir leur expliquer les enjeux et décharger sur les lieux communs, pouvoir dire à tout le monde où on en est, c'est bien, ça évite que chacun fasse de la réédite auprès de leurs propres utilisateurs. Par contre, dès qu'il y a quelque chose qui change un peu de l'ordinaire, qu'il y a un nouveau besoin, un nouvel usage, on sait appeler le PO pour le remettre au centre, pour pouvoir le permettre de travailler la fonctionnalité de manière intéressante, de ne pas être occulté en fait par ce rôle de PO et vraiment de consolider tout ça, d'avoir une réponse en termes de fonctionnalité et pas faire un développement spécifique, quelque chose qui va s'inscrire dans le générique pour l'usage de tous. Voilà. Donc ça, eh bien, évidemment, ça arrive avec une petite boîte à outils, hein, ça ne se fait pas tout seul, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Moi, j'ai eu la chance de bénéficier d'un coaching, d'un accompagnement lors de ma prise de poste. Donc la difficulté, c'est de ne pas se focaliser, on arrive, on a plein d'idées, on veut tout faire. On se dit, oh là, tout le monde n'est pas prêt, chaque chose a son temps, on fait les choses dans l'ordre. On attaque, on expérimente, on voit si ça prend. Si ça prend pas, tant pis, c'est soit pas le bon moment, soit pas la bonne manière de faire. On abandonne, on passe à quelque chose d'autre, de plus concret, pour faire des progrès et travailler correctement. Donc, quand j'arrive, il y a déjà des choses en place. Ça, c'est simple. Il suffit de participer, de prendre le lead, ça se fait naturellement. Par contre, il faut se réapproprier le produit. Et donc, ça s'est fait naturellement parce que grâce à l'Agile Center, finalement, j'ai adopté un produit du marché qui est Product Board et j'ai simplement recopié la backlog dans ce produit, ce qui fait que ça ne change pas fondamentalement les priorités ou quoi que ce soit, mais ça fait un passage de flambeau vers la nouvelle méthode de management. Ce n'est plus les managers qui gèrent, c'est moi. Et grâce aux fonctionnalités de l'outil, j'ai pu utiliser un portail qui m'a permis de partager cette roadmap
avec tout le monde, sans effort. Donc ça s'est fait très rapidement après. En 2 mois, c'était derrière nous et ça fait partie des opérations continues de gestion de projet, de produits. Pardon. Ensuite, le travail qui a été fait, c'était de déconstruire finalement ce qu'on subissait, qui était le fait de poser des fonctionnalités sur un calendrier, avec les frustrations que ça impliquait, dans le sens où on finissait pas tout, on faisait des démos entre ce qu'on a fait depuis la dernière fois, donc ça a quand même pas mal de défauts. Là, on est plutôt parti dans une optique de construction où on prend les priorités en entrée, les équipes en face, et on leur dit, bon bah voilà, maintenant on travaille ensemble, qu'est-ce que vous êtes capable de produire ? Quels sont vos vrais enjeux pour les 3 prochains mois concrètement, les projets qui vont vous solliciter du temps, les contraintes, les choses comme ça, et on est capable de ne pas subir les dépendances, mais les anticiper, les travailler, quitte à minimiser les fonctionnalités pour que ça rentre dans une release, ou simplement pas communiquer dessus pour pas créer de la frustration auprès des filiales. Et enfin, le travail qui a enchaîné ensuite, c'était la priorisation par la valeur. Donc bien sûr, les priorités se faisaient sur base de critères existants, mais là, on a construit finalement un indicateur, KISS, pour notre produit, qui est finalement un agglomérat de plusieurs choses, des choses très factuelles, du type le nombre d'utilisateurs qu'on demandait, ça c'est clair, je n'en reviens pas dessus. Par contre, il y a des choses un peu plus appréciables, du genre la fréquence d'utilisation d'une fonctionnalité qu'on estime. Est-ce que ça va être une fois par an, une fois par semaine, etc. Donc tout de suite, on peut tirer un driver et avoir quelque chose d'objectif et une base commune de comparaison. Du coup, ça a quand même deux grands intérêts. Le premier, c'est qu'une fonctionnalité, d'où qu'elle vienne, que ce soit d'une filiale, du top management ou quoi, elle va trouver sa place très naturellement dans la backlog. C'est pas le dernier qui parle qui est en haut de la liste. C'est le dernier qui parle, on lui dit, bon, t'es plutôt au milieu. Et pareil pour le top management, naturellement, quand on a quelque chose qui nous vient d'en haut, c'est que normalement, ça se traduit à travers les indicateurs parce que ça drive le business et que de toute façon, les filiales vont nous le redemander ensuite, ça boucle, c'est logique. Du coup, le deuxième vecteur de ce travail-là, c'est qu'on a vraiment un outil de communication aussi auprès de nos filiales. On peut leur expliquer les choix qui sont faits, pourquoi, sur quels critères, et ça leur donne confiance. Ils se rendent compte qu'on a une approche sérieuse. Donc c'est très intéressant. Alors bien sûr, on est encore au début du chemin, il y a plein d'évolutions à faire sur tous ces aspects-là. Typiquement, cet indicateur, il va être amené à changer, à évoluer, et toujours ça dans un but de supporter le business, de faire quelque chose de mieux. Sur ça, je laisse la parole à Marc. Merci Astrid. Alors, excusez-moi, je m'installe 2 minutes. Hop. Tac. Donc, je vais m'efforcer de vous donner un éclairage à présent business, managérial, de la façon dont nous avons, de manière très opérationnelle, appliqué les 2 démarches qui vous ont été présentées jusqu'ici. Je fais un rappel très rapide pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc, le digital chez Deco, parce que je pense que c'est important de définir ce que c'est que le digital. Il doit y avoir à peu près autant de définitions qu'une entreprise. Donc, le digital, c'est l'affichage de contenu, publicitaire ou non, sur des mobiliers numériques. Pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, ça représente 30 000 mobiliers déployés dans les 80 pays du groupe, que ce soit dans les villes, les gares ou les aéroports. Et ça représente aujourd'hui plus de 30% du chiffre d'affaires global du groupe, ce qui est plus que significatif. Petit éclairage organisationnel aussi pour que vous compreniez les challenges qui se sont offerts à nous dans cette transformation digitale. Deco, comme l'a dit Vanessa, je crois, c'est une entreprise décentralisée, c'est-à-dire que le business de commercialisation de ces espaces publicitaires est porté localement par les filiales dans chaque pays. Et la diffusion des campagnes vendues est réalisée par un système d'information unique, global et commun. D'où le challenge. Donc voilà, système d'information évidemment commun et donc évidemment cœur business.
Un peu d'historique rapide. Le digital chez Doco, la transfo digitale chez Doco a commencé en 2010 avec le déploiement dans l'espace public des premiers mobiliers numériques pour remplacement du papier traditionnel comme l'a présenté Vanessa. L'idée c'était d'aller vite et d'être présent dès le départ sur ce nouveau marché. Donc pour ce faire, Doco a conclu un partenariat avec un partenaire externe pour s'appuyer sur un système de diffusion sur étagère. L'idée, encore une fois, est d'être là et d'être présent directement sur ce nouveau marché en couvrant, dans un premier temps, des cas évidemment génériques, non spécifiques à Doco, mais compatibles avec la maturité du marché à cette époque. Et le côté sur étagère offrant le bon goût de pouvoir être opéré par une équipe de faible taille. Donc, a suivi une phase de croissance très forte, on peut s'en douter, donc le début de la vraie transformation digitale du groupe, avec l'apparition de nombreux nouveaux usages, nouvelles features si on tire le fil, que ce soit en termes de mode de commercialisation de nos espaces ou d'exploitation de la flexibilité offerte par ce nouveau média. Donc on a pu, je vais y arriver, on a découlé de fait des besoins d'évolution de ce système de diffusion, mais également des besoins d'intégration entre ce système de diffusion et d'autres systèmes d'information du groupe pour tout simplement une meilleure maîtrise opérationnelle. Donc on arrive au premier développement interne, la mise en place des premières équipes de développement au sein de la DSI Corporate sur le périmètre digital, aller exploiter les API offertes par notre solution externe et commencer à construire nos propres briques. En 2017, on note un changement de paradigme assez fort. Donc voilà, on est à 7 ans de croissance, le marché devient un peu plus mature. Il faut savoir que d'un point de vue business, le digital à ce moment-là devient le principal vecteur de croissance de tout le groupe. Donc voilà, ça devient du coup, ça génère de plus en plus de besoins de faire évoluer notre système de diffusion, et c'est de plus en plus complexe pour nous de faire évoluer un système de diffusion externe dans des délais et des coûts acceptables. Et donc si on met en lumière et en parallèle le fait du côté de plus en plus stratégique que peut revêtir la maîtrise et l'autonomie de bout en bout sur notre chaîne de diffusion digitale, voilà, ce sont les raisons qui ont expliqué la décision prise par le groupe à ce moment-là de lancer le développement de notre propre système de diffusion interne, donc développé par JCDecaux pour couvrir les besoins spécifiques de JCDecaux. Donc là, on change clairement de paradigme. Donc grosse transformation en interne, clairement, et l'agilité a été véritablement un pilier assez fort pour accompagner et rendre cette transformation possible sur plusieurs axes. Le premier axe, c'est tout bête, c'est un axe organisationnel dans les équipes de la DSI. Éviter l'ancien effet MOA, MOE, etc., etc. Donc pouvoir regrouper dans un seul et même département à la fois les profils techniques, les profils fonctionnels, sous un même management agile. Je crois que c'est vous, merci. C'est un travail de tous les jours, mais on essaie. Management agile orienté vers, non pas du top-down, mais une responsabilisation et veiller à la bonne autonomie des équipes. Donc voilà, ça nous a clairement guidés dans cette mise en place. Un guide également en termes de conception, l'objectif étant de pouvoir prioriser finalement l'évolution de notre stack technique au même titre que le développement de features métiers. Donc ça rendu possible à travers les équipes pluridisciplinaires et à la fois la capacité à gérer les problématiques techniques et fonctionnelles dans cette même direction. Donc ça, le résultat a été assez direct, hein, c'est une stack technique à jour, pas de dette technique, et surtout une stack technique qui est capable de servir le métier, capable d'offrir les performances nécessaires, capable d'offrir la scalabilité également nécessaire à travers le déploiement, l'augmentation du nombre de mobiliers, l'augmentation du nombre de pays, l'augmentation du nombre de régions. Tout ce genre de challenge qu'on a pu réaliser en co-intégrant les problématiques techniques avec les problématiques fonctionnelles. Donc aujourd'hui, on a une stack à jour. Et je dirais le petit bonus, c'est quand même la capacité d'avoir
une stack aussi, je dirais, sexy. Une équipe IT, ça veut dire attirer des talents techniques. Donc c'est aussi, mine de rien, un point fort de pouvoir offrir à ces talents techniques un environnement intéressant et épanouissant. J'en oublie, je passe un peu vite. En termes de croissance également, accompagnement en termes de croissance, puisqu'on est passé, je crois que c'est Vanessa qui en a parlé, de quelques personnes à une cinquantaine de personnes aujourd'hui, réparties en 6 équipes Scrum. Donc voilà, la scalabilité, c'est toujours un challenge. Ça a été très honnêtement assez transparent grâce à cette organisation par équipe Scrum. Et également scalabilité en termes de nombre d'applications, puisqu'aujourd'hui, le périmètre, l'écosystème digital, c'est une trentaine d'applications. Donc voilà, être en capacité de gérer autant de produits finalement dans une seule et même équipe, voilà, l'agilité nous a clairement aidé en ce sens. Je vais finir par le plus important, c'est le lien direct que l'agilité a permis d'établir entre les utilisateurs finaux, donc nos 80 pays, et les équipes de réalisation au sein du corporate pour être sûr de développer les bonnes fonctionnalités qui servent à quelque chose au bon moment et de travailler cette boucle et cette co-conception à travers les insights en amont et les feedbacks évidemment en aval. Donc on peut se dire que ça y est, c'est tout beau, c'est acquis, on a atteint le Saint Graal, on est mature en agilité. Bon, tout le monde sait que ça se passe rarement comme ça. C'est plutôt, on arrive parfois à certaines limites, certains nouveaux défis qu'on n'avait pas encore imaginés. Clairement, ça a été le cas pour nous. Je vais en citer quelques-uns. Le premier, c'est d'arriver à concilier responsabilisation et autonomie des équipes avec les contraintes de transversalité. Donc traduction, éviter l'effet silo finalement, puisque comme je crois que c'est Astrid qui en parlait, on a des features de plus en plus complexes, avec de plus en plus d'interdépendance entre applications. Donc le cadrage transverse, le suivi des dépendances est un sujet clé auquel parfois est venu se heurter l'autonomie et la responsabilisation des équipes. Deuxième challenge, c'est la capacité donc, de maintenir un SI unique. J'en parlais. C'est pas toujours simple avec 80 utilisateurs, 80 clients puissants, influents, parce que je rappelle que c'est quand même eux qui détiennent le business, donc c'est eux qui détiennent le chiffre d'affaires du groupe. Donc ils ont voix, en disant ça comme ça. Donc être en capacité quand même de maintenir une convergence globale sur un SI global, avec notamment aussi des utilisateurs avec une maturité extrêmement hétérogène. On peut avoir des filiales dans le groupe avec 2 écrans et des cas extrêmement simples, comme on peut avoir une filiale avec 5000 mobiliers et tous les cas possibles et inimaginables, et surtout ceux qui sont inimaginables en règle générale. Et le troisième point, on en parlait un peu, c'est lié à l'organisation et la façon dont le groupe est construit. Assurer une gouvernance de notre SI dans une entreprise aussi décentralisée, c'est un challenge, disons ça comme ça. Donc pour répondre à ces 2 challenges, nous avons mis en place 2 démarches complémentaires, clairement. La première démarche, c'est la mise en place d'une agilité à l'échelle. Donc on a essayé de ne pas refaire les bêtises qu'on avait faites en 2000, je ne sais plus combien, Vanessa, ce que tu présentais. Donc le fait de copier-coller Safe tel quel et d'essayer de l'appliquer, on avait vu que ça n'avait pas marché, on a essayé de faire différemment cette fois-ci, en essayant de prendre ce qu'il y avait à prendre pour répondre spécifiquement aux difficultés, aux défis qu'on rencontrait. Donc concrètement, ça se concrétise avec la mise en place de release. Donc là, c'est des releases de 3 mois en l'occurrence, avec release donnant un focus commun à l'ensemble des équipes et le contenu et le contour fonctionnel de ces releases étant défini en amont de manière collective, collégiale, en intégrant évidemment les différentes équipes parties prenantes. Donc les points forts de les valeurs et le gain apporté par cette mise en place ont été assez directs. Le premier, c'est le gain en synchronisation. Donc travailler tous dans un objectif commun avec des cadrages transverses, ça permet clairement de travailler cet espace, ce point de transversalité dont je vous parlais tout à l'heure. Donc il y a eu un gros gain de coordination entre équipes grâce à ça. Ça a permis de gagner en time to market, tout bêtement, en travaillant tous en même temps sur le même sujet et en livrant les dépendances dans un espace de temps fini, défini et partagé. C'est plus simple que
d'attendre la dernière dépendance livrée 6 mois plus tard par la dernière équipe qui a fait une priorisation différente de celle des autres. Et on a gagné beaucoup en prédictibilité. On est sorti du doigt mouillé optimiste des chefs sur les partages des ETA et des features, mais en cadrant de manière commune, en intégrant les PO, les tech leads dans les cadrages des releases, ça nous a permis d'atterrir sur un contour fonctionnel et technique réaliste, à tout point de vue, dans lequel on s'engage tous collégialement également. Et du coup, on a très nettement gagné en prédictibilité grâce à cette agilité à l'échelle. Le dernier point que j'ai mentionné, c'est le product management. Bon, Astrid en a déjà parlé. En considérant notre système de diffusion digitale comme un produit à part entière et non plus comme un écosystème de 30 applications gérées de manière indépendante. Gain direct via la priorisation par la valeur, je ne reviens pas dessus, Astrid en a parlé, mais surtout gain en construisant un produit dans son ensemble dans le bon ordre, c'est-à-dire être en capacité de penser le produit en amont et non pas de le subir, et de pouvoir construire les briques techniques et fonctionnelles dans un ordre logique, cohérent et optimisé. Donc ça a été un point important. Et également un gain en termes de communication. Donc historiquement, chaque équipe, de manière assez normale, communiquait auprès de ses utilisateurs, qui était un panel d'utilisateurs restreint avec des canaux de communication hétérogènes et qui communiquaient sur leur partie du périmètre, donc une sous-partie finalement du produit. Aujourd'hui, on est clairement sur une communication au niveau du produit, une communication one voice au niveau des features produits. Et une fois qu'on communique sur une feature qui est livrée dans son ensemble et testée de bout en bout. Donc ça clarifie clairement le message. Et le dernier point positif, c'est la capacité à fédérer. Donc fédérer aussi bien les équipes internes vers un objectif plus global, savoir que chaque équipe comprenne en quoi elle contribue à un objectif plus large. Également fédérer en externe, en fédérant avec une communauté d'utilisateurs qui est partie prenante dans la construction de ce produit. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut conclure en disant que la transformation digitale et la transformation agile du SI digital sont clairement une réussite. Je ne dis pas que c'est terminé, en tout cas, je dis que c'est clairement extrêmement positif pour nous. Clairement, on ne reviendrait pas en arrière. Les deux démarches plus récentes que je vous ai présentées concernant le product management et l'agilité à l'échelle sont encore récentes, mais les premiers retours sont extrêmement positifs. Comme toute bonne équipe agile, on a identifié des points d'amélioration sur lesquels on va travailler, comme l'axe UI, UX, ce qui est un des axes du product management. Donc avoir une cohérence utilisateur logique d'une application à l'autre, un parcours cohérent et des passerelles transparentes entre les applications. Et travailler la partie stratégie. C'est un axe qui existe aujourd'hui, mais qui mérite d'être revu plus régulièrement, que chacun puisse se l'approprier, puisse la challenger, qu'on puisse la revoir et qu'on puisse avoir les moyens de suivre les effets concrets derrière, à travers les OKR notamment. Et voilà, donc on va certainement faire d'autres essais, se tromper, apprendre, et puis voilà, c'est aussi ça l'agilité. C'est comme ça en tout cas que nous on l'appréhende. Voilà, ceci conclut notre présentation. Je vous remercie pour votre attention et maintenant nous sommes à votre disposition si vous avez des questions.